Merci pour les discours d'ouverture. On va passer à l'introduction. Je vais appeler 3 grandes dames, encore une fois, à me rejoindre. Alors tout de suite, sans plus attendre, Christine Anon, vous êtes référente scientifique de la Fédération française d'athlétisme. Hélène Joncheret, vous êtes chercheur sociologue de la team INSEP. Et Sylvaine Déric, vous êtes aussi chercheur sociologue à la Faculté des sciences du sport et de l'éducation à Brest. Sous vos applaudissements, merci mesdames. Bonjour à toutes et à tous. Merci à celles et ceux qui sont présents. Merci à celles et ceux qui sont à distance également. On a un petit défi toutes les trois, c'est de vous parler en très peu de temps d'un sujet sur lequel on a beaucoup travaillé. Mais bon, la maîtresse du temps nous a dit qu'elle serait très stricte. Donc en quelques mots déjà, je tiens à remercier Jean-François qui était à l'initiative de ce réseau. Merci également pour les discours introductifs, bien évidemment. Moi, je vais commencer de façon un petit peu humoristique, parce que parfois, c'est un sujet qu'il est délicat de traiter. On a parfois peur de raconter des bêtises à ce sujet, parce qu'on a beaucoup de représentations. Mais je commence de façon humoristique parce que donc on voit sur cette image une femme et un homme qui se ressemblent, qui ont une morphologie qui est assez proche, qui ont des goûts vestimentaires aussi assez proches. Et pour autant, semble-t-il, la tenue vestimentaire de la femme perturbe l'homme. Alors, je l'ai choisi parce qu'il y a beaucoup, on a beaucoup parlé de cette image. Il y a beaucoup de signification derrière cette image, mais c'est surtout pour vous dire, on est là aujourd'hui non pas parce qu'on croit détenir la vérité sur les questions du genre, bien au contraire. Et on est là pour échanger ensemble. Et n'oubliez pas que même nous, en tous les cas sociologues, je parle pour Sylvaine et moi-même, on a beaucoup échangé avec Christine qui est en train d'opérer une reconversion professionnelle. On a aussi beaucoup de représentations sur ces questions du genre. Donc, je vais vous parler en quelques mots, vous donner quelques chiffres, quelques statistiques sur le travail que nous avons réalisé, dont certaines d'entre elles ont été présentées rapidement. Un premier travail qu'on a souhaité faire, c'est justement déjà réaliser un constat statistique sur la place de la France lors des 3 derniers Jeux, donc c'était avant Tokyo, et on voulait voir quel était le nombre de médailles remportées par les femmes et le nombre de médailles remportées par les hommes. Et on a été extrêmement surpris de ce premier résultat. On aurait souhaité l'avoir, entre guillemets, ça aurait été difficile. Là, ce qu'on a pu constater, c'est que la France était la seule nation parmi les nations systématiquement présentes dans le top 10 des 3 derniers Jeux olympiques avant Tokyo, à présenter une sous-représentation du nombre de médailles remportées par les femmes. Et c'est, comme vous pouvez le voir sur le schéma, vraiment une relation inverse que l'on observe pour les 2 nations qui sont systématiquement premières, la Chine et les États-Unis. Donc ça, c'était tout sport confondu, mais déjà, ça nous a donné un premier élément quand même de réflexion, et ça nous a montré qu'on avait peut-être un petit peu de travail à réaliser. Et ensuite, on a fait forcément une focale sur l'athlétisme, et on a pu constater que les athlètes hommes français avaient remporté 5 fois plus de médailles que les athlètes femmes françaises, proportionnellement, bien évidemment, systématiquement au nombre de sélections. Alors on s'est aussi amusé là à regarder la place de la France vis-à-vis des nations concurrentes. Donc on a regardé les nations là aussi qui revenaient systématiquement dans le top 10 des 3 derniers Jeux en athlétisme. Donc vous voyez les 5 premières. La France n'est malheureusement pas à la 6e place, pas encore, elle est plutôt à la 19e place en moyenne. Mais ce que l'on a pu observer, c'est aussi un décalage en termes de nombre de médailles remportées par les athlètes femmes françaises. Donc ces premiers constats statistiques, très sincèrement, on était surprise par ces chiffres et on s'est dit qu'il fallait aller un petit peu plus loin et essayer de comprendre ces chiffres, d'où la suite de l'enquête qui va vous être présentée par Sylvaine. Donc effectivement, l'idée, c'était d'associer à cette enquête statistique une enquête par entretien qui consiste à essayer de comprendre des facteurs explicatifs de ces résultats. Donc pour cela, nous avons souhaité interroger 30 athlètes français, tous sportifs de haut niveau ayant participé au moins à plusieurs championnats internationaux, avec bien sûr l'idée d'avoir un nombre équivalent d'hommes et de femmes. L'autre chose importante également, c'est que nous avons souhaité interroger tout l'environnement de la haute performance et notamment donc 22 acteurs de la haute performance représentatifs de tous ces acteurs, à savoir des agents, donc des acteurs du secteur privé, marchands, non marchands,
des acteurs du secteur public, du secteur, donc plutôt du secteur, excusez-moi, médical, entraîneurs, etc. Alors, ah oui, excusez-moi. Voilà, donc pour aller très vite sur ces résultats, parce que bien sûr, on n'a pas trop le temps de les développer, la première chose qui nous semble extrêmement intéressante, c'est que finalement les premiers pas dans la pratique sont très genrés, c'est-à-dire que pour la majorité des femmes, on vient à l'athlétisme par la sphère scolaire, donc plus tardivement que la majorité des hommes qui viennent à l'athlétisme, par la sphère familiale. Et finalement, les 3 femmes meilleures de l'échantillon, c'est-à-dire les médaillées, eh bien, c'était par le cadre familial. Donc ça, c'est un résultat très intéressant. L'autre résultat intéressant, c'est que les athlètes femmes sont majoritairement en situation de précarité, contrairement aux athlètes hommes, mais c'était un peu tout l'intérêt, je dirais, méthodologique de notre enquête, c'est comme nous avions établi une typologie des sportifs de haut niveau, qui mettait en évidence des différences de niveau, eh bien on se rend compte que cette précarité plus forte des femmes, finalement, elle n'est que le reflet d'un écart de niveau entre les hommes et les femmes. Donc c'est pas tant un effet de genre que plutôt un effet de performance. Autre chose qui nous semblait pertinente également à rappeler, c'est que finalement les projets de vie et de reconversion sont difficiles pour les sportifs de haut niveau, hommes comme femmes, mais que pourtant les représentations des acteurs sont tout autres, c'est-à-dire que pour les acteurs, pour ces derniers, en fait, la question du projet de vie et du double projet, elle est beaucoup plus importante pour les femmes et elle représente selon eux un frein. Donc il y a un écart entre les représentations du milieu et finalement ce qu'on a réellement observé à travers les entretiens. L'autre chose également à rappeler, c'est que finalement les femmes se retrouvent dans une situation assez contradictoire entre des attentes du milieu fortes en matière d'engagement à l'entraînement, de discipline corporelle, et en même temps des attentes des réseaux sociaux et je dirais des partenaires privés qui sont beaucoup plus liés à des certaines normes en matière d'apparence physique. Et donc elles se retrouvent un peu à devoir jongler entre des attentes du milieu qui sont en contradiction avec des attentes des partenaires privés qui pourtant sont ceux qui leur permettent de vivre de leur pratique. Autre chose également à rappeler, c'est que finalement la parentalité est quelque chose qui se gère différemment entre les hommes et les femmes. Pour les femmes, elles s'appuient majoritairement sur leurs conjoints pour subvenir à leurs besoins dans cette période qui représente une perte de revenus. C'est ce qui fait qu'une grande majorité d'entre elles préfèrent reporter ce projet, voire le sacrifier. Tandis que les hommes sont majoritairement les sportifs les meilleurs de l'échantillon. Et finalement, le projet repose principalement sur eux. Ce qui aussi génère une pression pour eux. Donc ce qui est important à rappeler, c'est que finalement, la parentalité se gère différemment, mais elle peut représenter une forme de pression pour les uns comme pour les autres. Autre chose aussi qui nous semblait également étonnante, finalement, c'est que au regard de la manière dont se vit au quotidien la pratique sportive, on se rend compte qu'au sein des groupes d'entraînement qui sont mixtes, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pratiques sportives, eh bien les femmes ont un vrai désir de mixité, à condition de se sentir acceptées, ce qui n'est pas toujours le cas. Et dans l'entretien, les informations récoltées auprès des athlètes, en fait, cette mixité, elle pose question et certains n'en veulent pas. Et c'est quelque chose qui se retrouve aussi auprès des acteurs, auprès de certains entraîneurs, qui pour certains considèrent que ça génère une émulation et pour d'autres préfèrent même arrêter la mixité. Donc on trouvait que là, ça pointait du doigt certaines difficultés liées à la mixité que peut-être on n'interroge pas suffisamment. Et pour rejoindre également cette dernière idée, c'est que certains acteurs, en fait, mettent en avant des représentations assez négatives, finalement, de la sportive de haut niveau. Donc, si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur ce rapport, ce qu'on voulait vous dire, c'est qu'on en avait ici qui était en accès libre, peut-être qu'on distribuera cet après-midi, et c'est également accessible en ligne gratuitement. Je vais laisser la parole à Christine pour la suite. Merci. Comme vous l'avez vu, les résultats sont très centrés sur l'athlétisme, mais je pense que vous serez tous d'accord pour dire qu'ils interrogent aussi le modèle général du sport de haut niveau et qu'il peut illustrer d'autres aspects qui nous concernent plus largement.
Alors, vous avez vu les résultats, on a pu pointer qu'il existait des différences, mais surtout, il y a une hypothèse que nous avions au départ, qui était qu'il y avait une différence dans la gestion, notamment du double projet entre les hommes et les femmes. Or, ce résultat n'est pas vérifié dans cette population. On avait une représentation, nous, et qui ne s'est pas vérifiée, mais qui peut peut-être s'expliquer par le niveau de notre population, qui était les meilleurs des personnes qui avaient déjà atteint le meilleur niveau international. Donc on s'est posé aussi, en suivant cette étude, la question d'un complément nécessaire à notre travail. Pas de différence dans les meilleurs Français, dans les meilleures Françaises, mais est-ce que dans le parcours antérieur à l'accès à cette performance, on n'a pas des différences et on n'a pas besoin de creuser ces aspects. Donc on a souhaité prolonger l'enquête, c'est le travail de Pierre Lechat, un étudiant qui est présent ce matin, et on a commencé à regarder s'il existait des différences dans les parcours. On a pu voir des ruptures dans les carrières qui étaient vraies chez les hommes et chez les femmes, mais qui sont plus marquées chez les femmes. Donc on va creuser maintenant davantage cette question-là. Ensuite, deuxième question que nous, fédération, on a à se poser, c'est comment on prend en compte ces résultats. Qu'est-ce qu'on peut modifier? Sur quoi on peut travailler? Le premier axe, évidemment, qu'on a choisi, c'est la formation, notamment la formation continue des entraîneurs. Et si on avait dû faire cette formation avant l'étude, on aurait uniquement donné des informations de type physique, physiologique, sur les différences entre les hommes et les femmes. Suite à cette étude, on a maturé, on a cheminé en même temps qu'on a appris tous ces résultats, et on a souhaité que la première demi-journée de la formation soit consacrée pas seulement à l'apport de connaissances, mais à une réflexion générale sur les stéréotypes, les résultats de nos études, et à questionner les entraîneurs présents avant de leur apporter des connaissances. Parce qu'il y a une équation assez compliquée à résoudre. Il faut à la fois apporter des connaissances, mais tout en interrogeant la place qu'elle doit prendre dans l'entraînement. Et je pense que c'est ça le défi à relever. Je vais essayer de prendre quelques exemples. J'ai lu récemment dans un article, le titre c'était, et on va s'interroger sur ce titre, les femmes n'aiment pas la musculation, donc on est obligé de les entraîner différemment. Mais si on se pose 2 secondes pour réfléchir à cette phrase, est-ce que toutes les femmes n'aiment pas la musculation ? On sera d'accord pour dire que non. Est-ce qu'il n'y a pas des hommes qui n'aiment pas la musculation? Et si c'est un facteur de performance, est-ce qu'on ne doit pas travailler sur ces aspects-là de toute façon? Autre exemple, la prise en compte des cycles hormonaux et donc de la menstruation. Évidemment, il faut absolument apporter des connaissances, ce que font Carole, Alice et Juliana. C'est évident. Mais est-ce qu'on doit adapter l'entraînement pour toutes les filles ? Et est-ce qu'on n'est pas en train aussi, en même temps, de fabriquer un problème là où il n'en existe pas toujours? Et est-ce qu'on n'envoie pas un message de vulnérabilité à des filles qui vont peut-être faire un championnat, peut-être les Jeux Olympiques en ayant leurs règles? Donc, en même temps qu'on apporte des connaissances, on doit se questionner en parallèle sur la place de ces dernières. Alors, évidemment, la question n'est pas simple. On continue de se poser des questions. Moi, je continue de m'en poser beaucoup. Et je pense que la journée d'aujourd'hui va nous aider à avoir une réflexion et à partager, et que l'intelligence collective va collectivement nous faire avancer sur le sujet. C'est en tout cas ce qu'on souhaite, le cap qu'on souhaite donner à cette journée. Merci beaucoup à vous 3.